Voilà, si vous voulez bien, nous allons commencer. L'heure est déjà bien au-delà de 18h30. Nous sommes 67 en ligne pour l'instant. Merci à vous d'être présents. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui, très Oui, bien. oui. Parfait, Très impeccable. Moi bien. également. Merci à vous d'être présents. Merci à Grégoire également d'avoir pris de son temps pour nous présenter Nîmes Europe et l'évolution de ce marché là, que l'on sent et que l'on pressent pour l'avenir et que l'on sent en tout cas depuis 18-24 mois. Euh, voilà, cet échange fait suite à celui que nous avons eu il y a 2 semaines, 2 semaines ou 3 avec Valtus et précède celui que nous aurons dans 2 semaines avec EIM et 2 semaines plus tard encore avec Delville. Donc merci à Grégoire encore d'être parmi nous. Je vous présente peut-être la trame de cette heure que nous allons passer ensemble, heure et quart. Je vais vous présenter le cercle en 2 slides pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous afficherai ensuite un petit sondage qui permettra à Grégoire de savoir quelle est la composition de ces 68 participants aujourd'hui, savoir si ce sont plutôt des primo-accédants ou des juniors en manager de transition, voire des seniors. Et puis quelques questions autres dans ce sondage qui sera très, très, très rapide. Ensuite, justement, Grégoire nous présentera Nîmes Europe, nous présentera également le mariage qui s'est opéré il y a quelques mois déjà avec MPI Exécutive, et puis nous le questionnerons sur justement cette croissance importante du nombre d'acteurs sur ce secteur du management de transition, hein, plus d'une centaine aujourd'hui. Il répondra à toutes nos questions, nous donnera son avis et nous dira aussi si d'autres concentrations sont attendues, si tant est qu'il soit informé. Peut-être qu'en tant que vice-président de France Transition, il est un peu plus que d'autres, mais en tout cas, il nous donnera son point de vue sur la tendance. Voilà, je me permets simplement de vous présenter en quelques slides le cercle, pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous avez à l'écran normalement la page qui s'affiche, c'est bien ça, vous le voyez? Affirmatif, oui. Voilà. Le cercle donc, est une initiative qui permet aux managers de transition d'avoir en un seul endroit l'ensemble de l'information sur le management de transition, d'y déposer leur profil et d'être visible de l'ensemble des cabinets ou des EMT, comme on dit, hein. De bénéficier aussi de services d'une vingtaine de services pour accélérer leur recherche de mission, et dans quelques jours ou dans 2 semaines, aussi un programme d'accompagnement qui permettra notamment aux primo-accédants, mais pas que, de découvrir plus en profondeur ce milieu. Voilà un peu les services qui sont proposés par en 4 grandes thématiques, hein, gagner en visibilité, trouver une mission, partager, se former, s'informer. Je vais assez vite, hein, parce que vous êtes nombreux à le connaître et à être d'ailleurs aussi abonnés à ces services. Le, le cercle, c'est aussi ces services-ci, qui sont visibles à l'écran. En bleu, l'ensemble des services qui sont proposés aux abonnés, une vingtaine. Et je vais vous montrer simplement, pour terminer, les 3 principaux. L'annuaire des EMT, 79, on n'est pas à jour puisqu'il y en a une centaine, on le sait, mais je renseigne ce qui manque dans les jours et les semaines qui viennent. Un annuaire de l'ensemble des consultants également, mis à jour en temps réel dès que j'ai connaissance d'un changement, et le mercato est assez animé ces derniers mois. Donc on a ainsi connaissance des mouvements et des informations qui concernent l'ensemble des consultants, des partenaires et des talent managers dans les cabinets. Et puis voilà, bien sûr aussi les missions qui sont publiées sur Internet et qui sont centralisées ici, et que les abonnés découvrent chaque matin dans leur boîte aux lettres, si tant est qu'ils aient activé leur alerte.
Voilà rapidement une présentation du cercle. Vous êtes, comme je le disais, assez nombreux à être abonnés ou à être simplement membres et du coup visibles des cabinets. Et comment dire, la vie, les réactions des EMT, Grégoire nous en dira peut-être un mot, mais est assez favorable, assez positive sur cette initiative qui manquait un peu dans le paysage en termes de services apportés aux managers de transition et de concentration d'informations. Voilà. Peut-être avant de passer la parole à Grégoire, euh, un petit sondage pour que l'on sache quelle est la population des 70-72 personnes là, qui sont présentes. Allez, j'en accepte encore. Mais je vous mets à l'écran un petit sondage. Merci de le renseigner. Comment dire, Grégoire va découvrir la quatrième question, mais voyons déjà les trois premières, histoire de vous... allez, j'ouvre le vote, comme on dit. Vous n'avez qu'à cliquer sur les réponses qui vous concernent. Hein. Combien de missions avez-vous déjà réalisées? Vous l'avez à l'écran, ce sondage? Oui. OK. Donc, il suffit de cliquer normalement et les chiffres devraient évoluer à la hausse dans chacune de ces, voilà, dans chacune de ces rubriques. Voilà, c'est pour cerner si nous avons plutôt un public de managers de transition aguerris ou plutôt débutants, juniors. Ensuite, vous le voyez, des questions sur la façon dont vous trouvez vos missions, plutôt via les cabinets, les EMT, ou plutôt via vos réseaux. Donc, on va faire un petit zoom là-dessus. Est-ce que vous êtes référencé ou pas chez Nîmes Europe? Pour l'instant, 68% l'est. Et puis, dernière question, je l'aime bien celle-là parce qu'elle étonne toujours notre invité, mais comment qualifieriez-vous votre relation globale, l'expérience client vécue chez Nîmes Europe? Je crois que c'est intéressant qu'on ait cette information et qui peut servir aussi à Grégoire et à ses équipes. Une bonne partie n'est pas concernée, on le voit, hein, 40%. 40% des votants. Je vais encore laisser quelques secondes pour que les derniers, hop, j'en accepte encore, mais les derniers renseignent le sondage. N'hésitez pas, hein, vous êtes pour l'instant allez, 30, 40, 50 à avoir répondu. Je pense que je vais clôturer là et on va avoir s'afficher donc les résultats. Sur le public présent, donc combien de missions avez-vous déjà réalisées? Eh bien, on voit qu'on est quand même, oui, plutôt sur un public de managers de transition confirmés hein, quand même. 3 à 6 missions, 7 ou plus. Voilà, on a quand même une bonne partie, 50%, qui a plus de 3 missions. Est-ce que vous trouvez vos missions? Alors, comment les trouvez-vous? Eh bien, en majorité via les entreprises de management de transition, voire en totalité. Hein, c'est 50% sur ces deux réponses. Et puis, êtes-vous référencé chez Nîmes Europe? La réponse est là. Ah, bah tiens, je ne partage pas les résultats, zut, excusez-moi. Vous l'avez à l'écran désormais? Oui. Ah, ok. Bon, on va reprendre alors. Sur les missions réalisées, vous voyez que vous êtes plutôt au-delà de 3 pour 50%. Sur la façon dont vous trouvez vos missions, vous êtes plutôt à 50% également, 51%, eh bien, en majorité ou en exclusivité même avec les entreprises de management de transition. Est-ce que vous êtes référencé chez Nîmes Europe? La réponse est oui à 55%, donc la grosse moitié des participants est référencée. Et comment qualifieriez-vous votre relation globale vécue au contact des collaborateurs de Grégoire? Eh bien, la moyenne est plutôt
entre 3 et 4, on dirait, hein, ou même plus près de 4, puisqu'il y a du 5 qui se balade au-dessus. Bon, il y a du 2 qui pondère aussi, mais globalement, une, une moyenne plus, on va dire. Voilà, j'arrête de partager cette information et ben, je vais donner la parole à Grégoire qui va nous parler, nous présenter déjà son cabinet, hein, son EMT, et peut-être le mariage aussi qui s'est opéré il y a quelques mois. Et nous reviendrons ensuite avec lui sur la partie concentration sur le marché. Grégoire, je vous laisse la parole. Parfait. Voilà. Allez. Est-ce que vous m'entendez? Je parle trop fort, pas assez fort, ça va? Non, non, très bien. Ok. Très, très bien. François, j'ai une petite presse. Bon, à la limite, on peut. Oui, je la partage. Oui, bon, voilà. Elle est à l'écran. Bon, écoutez, je vais même rester sur le sommaire. Ça sera peut-être le mieux. Non, allez, on va passer à la suivante. Sur Nîmes, je vais aller assez vite. Oui. Et sur le marché, je vais aussi aller assez vite. Le marché, vous savez que globalement, on estime qu'il est à 440 ou 500 millions en 2019. On sait tous qu'il y a eu une assez forte baisse de l'activité en 2020 et globalement, on voit, alors c'est très segmenté, très, très, très variable. Certains ont une très bonne reprise, d'autres ont vraiment une reprise très difficile. Donc, ça veut dire que quand même, le redémarrage escompté pour 2021 n'a pas encore vraiment redémarré. Bon, on sait que sur le marché, il y a à peu près une centaine d'entreprises, même 120 qui sont qualifiées. Et vous savez tous, parce que la moitié de vous sont expérimentés, qu'il y a à peu près 50% du marché qui est à destination des métiers industriels, 20% du marché à destination des services, 10% de la distribution et le retail, et puis banque et assurance, 10%. Et ce qui est très important, ben, c'est à peu près ce qu'on voyait. On sait que sur le marché, il y a à peu près 50% des missions qui sont intermédiaires et à peu près une mission sur deux qui passe en freelance ou par votre réseau. Voilà, ça c'est un peu les données du marché. Mais en général, je commence par ça. Mais comme on va beaucoup parler du marché, on finira aussi par ça. François, tu me poseras bien toutes les questions. Vous me poserez bien toutes les questions sur le marché. D'accord? Alors. Pardon. On est là, voilà. Voilà. Bon, Nîmes, la moitié des gens connaissent Nîmes. Certains ont vu des consultants, ont vu des équipes, d'autres non. Juste pour faire simple, Nîmes fête aujourd'hui, ou cette année, sa 20e année. Et l'histoire de Nîmes, c'est création en 2001 par un Anglais. 2011, j'ai repris Nîmes avec une personne que pas mal d'entre vous connaissent, qui s'appelle Béatrice Endurant. Et nous avons rejoint, il y a maintenant 3 ans, un groupe qui s'appelle Menway. Et on vous expliquera pourquoi, quelle est la logique de rejoindre un groupe spécialisé en RH. Et il y a maintenant 1 an, on s'est rapproché de MPI et on a vraiment acté notre collaboration en octobre, puisqu'en octobre 2020, en plein Covid ou en pleine sortie de Covid, nous nous sommes regroupés. Aujourd'hui, l'équipe de Nîmes Europe, puisque c'est le nom commercial, c'est une équipe de 12 consultants, un back-office qui a 4 pôles dans le back-office. Il y a le talent, la finance, le marketing et la gestion opérationnelle. D'ailleurs, il présente à cette table ronde Emmanuel Deboulois, qui est la personne chez nous qui est en charge de la gestion du back-office et de relations avec tous les managers. On a une équipe, un vivier d'environ 9000 personnes et on a la caractéristique d'avoir, puisqu'on est dans un groupe qui s'appelle Menway, des bureaux en province qu'on active gentiment. Ce n'est pas encore notre cœur de métier, mais on les fait monter gentiment en puissance. Et l'autre caractéristique de Nîmes, pour votre information, Nîmes, c'est l'acronyme de New Interim Management, parce qu'on me demande souvent ce que ça veut dire. Et c'est vrai que quand ça s'est créé en 2001, ça a été créé par un Anglais qui a donc créé Nîmes. Et c'était tout à fait nouveau en France, hein, puisque la première société, historiquement, c'était EIM, qui s'est créée, je crois, en 85. Mais ça, ils vous le raconteront la semaine prochaine.
Et puis, il y a eu l'émanation des premières sociétés de transition en 2001. Je crois que Valtus s'est créé la même année que nous. La caractéristique de Nîmes, c'est d'abord qu'on est, je dirais, vraiment dans le marché. On est au cœur du marché, puisque on travaille aussi bien avec des grands groupes que des grandes sociétés, des grosses sociétés ou des PME régionales, et aussi avec des collectivités locales. Et on est typiquement dans le marché, puisque environ 10% de l'activité de Nîmes, c'est de la crise au sens étymologique du terme. 30%, c'est du remplacement ou de l'intérim en attente de recrutement, on va dire, et 60% du projet. Donc, le gros du marché de Nîmes, c'est de la transformation, 60%, du remplacement ou de l'attente en attente de recrutement, à peu près 10%, et 10% de la vraie gestion de crise. Quelqu'un me posait la question du chiffre d'affaires. En configuration normale, Nîmes fait 12 millions d'euros. Il y a 2 ans, on a fait 12 millions d'euros. 12 millions d'euros pour 12 consultants. Donc, ça veut dire un ratio d'à peu près 1 million par consultant. Je lis les questions en même temps et celles auxquelles je peux répondre, j'y réponds. Le gros du marché, c'est 10% de direction générale, 20% de métiers liés au RH, 20% liés à la finance, 20% liés à l'industrie, donc ça fait 3 fois 20 plus 10, ça fait 70%. On a chez Nîmes 10% de notre activité qui sont liés au système d'information, et les 20%, c'est exactement ce qu'il y a dans le marché. Les 20% restants, c'est 10% de commercial et marketing et 10% de missions de spécialistes ou de missions un peu particulières, comme en particulier, je pense, au juridique. Voilà. Et les chiffres qu'on a chez Nîmes sont exactement les chiffres du marché. C'est les chiffres qu'on trouve sur le baromètre de France Transition. Voilà. Voilà à peu près la présentation rapide. François, si vous pouvez passer à la suivante. Voilà. Voilà. Oui, les durées moyennes d'une mission sont 7 mois, donc ce qui est typique la moyenne de France Transition. On a chez Nîmes à peu près 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes. Et on a quand même chez Nîmes pas mal de primo-accédants. Et on a environ 10% de nos missions qui sont à l'international, puisque Nîmes fait partie d'un réseau international qui s'appelle le SMW, qui permet d'accéder à 27 pays. Quand même, il ne faut pas se leurrer, les vraies missions où on délègue des managers à l'international se comptent sur les doigts d'une main, puisque globalement, envoyer un manager en Allemagne pour une société française, en général, aujourd'hui, on va accéder à notre réseau international qui va staffer, mais ça peut arriver. On a eu quelquefois, on a une petite partie, là, vraiment des managers délégués à l'étranger, c'est une petite partie de notre activité. D'accord. Je dirais la caractéristique aussi de Nîmes, c'est qu'on est, à mon avis, une société de taille que j'appellerais intermédiaire, qui nous permet d'avoir une forte relation avec nos managers et avec nos clients, puisqu'on n'est pas sectorisé ni par type de métier, ni par type d'industrie. Aujourd'hui, un consultant qui travaille chez Nîmes va avoir un compte et il va faire aussi bien les jobs finance que les jobs RH. Néanmoins, comme on est une équipe relativement petite et extrêmement soudée, à mon avis, on est en très forte interaction. Tous les mardis, on voit ensemble toutes les missions qu'on a en cours. Donc, même si quelqu'un est en charge de, on va dire, l'équivalent d'un compte clé, en fait, une mission finance chez un gros client, on va tous s'interroger respectivement chacun. Donc, la caractéristique de Nîmes, c'est des consultants qui traitent les missions de A jusqu'à Z. Ils ont le contact commercial, ils ont pour mission de présenter, identifier les managers qu'on met en mission et évidemment tout le déroulement et le suivi de la mission. Autre caractéristique importante qui parfois surprend les gens, c'est qu'on opère avec le statut du travail temporaire.
dans 99% des cas, qui fonctionne très bien, qui a pas mal d'avantages, et en particulier une transparence assez évidente entre le salaire du manager qu'on met en mission et les factures qu'on envoie à nos clients, donc assez transparent. Et ça veut dire aussi surtout que nous, plus un manager chez nous gagne, plus on facture. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que je pense qu'on est dans un cercle vertueux. Et il arrive très rarement qu'on demande à un consultant ou à un manager de faire un effort sur son salaire. En tout cas, si on le fait, nous, on fait un effort sur notre marge. L'effort est vraiment conjoint et il y a une vraie transparence. Voilà, je pense que ce sont les caractéristiques de Nîmes. À mon avis, société, on essaye d'être très propre, si je puis dire, d'être très transparent, d'être assez pro. Un me pose la question de la marge de Nîmes. Vous n'avez pas à savoir la marge parce qu'on travaille avec un coefficient. Donc, il n'y a pas de problème de marge chez Nîmes. Vous gagnez 100, on facture le client en fonction d'un coefficient qui est dégressif en fonction de la durée de la mission. Donc, il n'y a pas ce problème d'arbitrage. Nîmes fait plus de marge et le manager en fait moins ou gagne moins. Non. Plus le manager gagne, plus on facture cher au client. Donc, c'est pour moi extrêmement vertueux. Voilà, je pense à peu près les caractéristiques importantes de Nîmes. Est-ce qu'il y a une slide derrière? Oui, absolument, la voilà. Oui, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le type de mission, on fonctionne avec une base de données qu'on appelle un ATS dans notre jargon, qui présuppose que vous envoyez votre CV. Nous, on aime bien des CV très, très simples sur 1 ou 2 pages. On fonctionne évidemment avec les réseaux sociaux. Mais ce qui est très important, c'est qu'on n'enverra jamais votre CV avant de vous avoir vu et on ne présentera jamais votre CV avec votre accord. Ça, c'est une grande caractéristique aussi. Nîmes ne fait pas de pouce CV, on ne passe pas d'annonce et on n'enverra jamais un manager sans vous avoir adressé la parole, demander si vous étiez disponible. Et pour ceux qu'on ne connaît pas, on vous verra avant. Alors, bien sûr, en ce moment, avec le confinement, c'est un peu compliqué à gérer, mais on fait tout en comment dirais-je, en visio, malheureusement. Ouais. Voilà. On a aussi une responsable du talent management, mais pour envoyer ces CV, vous les envoyez directement, ils se téléchargent directement sur notre site, qui est nimeurope.com. Ça se fait tout seul et il n'y a pas de travail à faire. Voilà le procès d'identification. Et est-ce qu'il y a encore une slide derrière? Non, il n'y a pas de slide derrière. Par contre, il y a une question oui. En relation avec ce qui est mis sur le haut de cette dernière slide. Oui. Est-ce que les métiers de la communication, DIRCOM, ont-ils leur place en management de transition? Oui, paradoxalement, on fait presque plus de DIRCOM que de direction marketing. Ah oui. On a plus souvent des DIRCOM que des directions marketing. D'accord. Et plus souvent aussi que des directions commerciales. Quand on a des directions commerciales, c'est plutôt des directions du business développement et parfois des directions commerciales quand il s'agit évidemment de reprendre une équipe commerciale au pied levé ou quand il y a des négociations annuelles. D'accord. Okay. Petite remarque aussi, chez Nîmes Europe, on a créé une branche Presta qui est dédiée uniquement au système d'information, au DSI, donc qui a gardé pour l'instant son nom, qui s'appelle MPI Partner, mais qui est dédié au DSI. Donc c'est vraiment une business unit à part liée au DSI. D'accord. Mais tout passe par Nîmes Europe. Voilà. Voilà à peu près la présentation. Merci Grégoire pour ça. Est-ce que on passe peut-être, et puis on verra peut-être les questions oui. ultérieurement, mais on en a posé quelques-unes déjà, mais peut-être justement à la thématique qu'on a donnée à cette réunion aussi, qui est celle de la concentration, enfin de l'émergence sur ce marché de beaucoup d'acteurs, oui. De toute taille et issus de toute
de toute entreprise différente que sont les cabinets de conseil, les cabinets de recrutement, les pure players petits qui démarrent. Bref, sur ce sujet-là, quel est votre avis et est-ce que… Ouais, allez, on peut commencer. Ou alors on commence par l'expérience Nîmes plus MPI, peut-être, oui. D'accord. Ouais. Alors, bon, pour faire simple, pourquoi on a fait ça quand même? Oui. On a fait ça d'abord parce qu'on avait un ADN extrêmement commun. Et pour être tout à fait franc et ne rien cacher, bon, MPI a rejoint le groupe Benway il y a maintenant 2 ans, mais Stéphane et moi, ça faisait 5 ans qu'on se disait qu'il faudrait qu'on se rapproche. Ouais. Alors pourquoi on voulait se rapprocher? Parce qu'on facturait tous les deux, bon an, mal an, 5, 6 millions, 7 millions. Donc à tous les deux, ça faisait 12, c'est à peu près notre force de frappe avant réorganisation. Et on avait à peu près le même ADN. On travaille en travail temporaire, je crois qu'on est 2 boîtes sérieuses et relativement, je ne dis pas conservatrices, mais très… On existe depuis la même année, par exemple, on fait bien le boulot. Je pense que c'est ça notre positionnement. Et on se disait, c'est dommage de rester tout seul, parce que quand on regarde le marché, il est évident qu'il y a eu l'émergence d'un très gros, qui a quand même révolutionné le marché. Et puis après, on est tous dans la… Alors, ce n'est pas du tout la deuxième division, mais c'est dans le top 5. Il y a 3, 4, 5 boîtes qui font entre 10 et 15 millions, même 10 et 20, on va dire, qui, pour certains, ont souffert de la crise, pour d'autres… Mais voilà, on est un peu dans le même univers. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, évidemment, on se connaît, on se respecte. Donc, comme dans tout rapprochement, dans toute fusion, je pense qu'un respect mutuel est clé, comme dans n'importe quelle boîte d'ailleurs. Donc ça, et on s'est réparti, Stéphane Ménager et moi, le sujet, en disant il y en a un qui est plutôt en relation avec tous les managers et les équipes de consultants, et puis moi je suis plutôt en charge des relations avec notre groupe, des relations avec l'international, parce que vous savez que je suis à France Transition d'une part, Emmanuel qui est présente aussi est responsable de France Transition, et puis je m'occupe aussi du réseau international. Donc on s'est un peu réparti la tâche comme ça, et on a pu faire tout ça parce que je pense qu'on a globalement des bons systèmes d'information. Bon système d'information qui fait que quand un consultant est identifié un manager est identifié chez Nîmes, il n'a pas besoin de voir les 12 autres consultants. Pour nous, les managers sont ce que j'appellerais une richesse commune. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir des bases de données communes. Alors parfois, ça surprend les gens parce qu'on dit on n'a pas besoin de moi que vous voyez Grégoire Cabri. Si vous voyez Grégoire Cabri, vous n'allez voir qu'un 13e de l'équipe. Et moi, comme vous savez, dans notre métier, ce qui compte, c'est de répondre très très vite, de répondre quand on est non seulement en concurrence, mais en exclusivité. Il faut répondre tout de suite aux managers et aux clients. Donc, on fonctionne comme ça, on fonctionne de manière très, très rapide et on valide toujours la présence de tous les managers possibles. On fait toujours signer toujours, il peut y avoir des exceptions, mais on fait, dans l'ensemble, on fait toujours signer une NDA. Pourquoi? Parce qu'on se refuse à ce que vous soyez considérés comme une vitrine. On n'est pas là pour envoyer vos CV. On ne travaille qu'avec une demande de mission, qu'avec un brief. Certains nous disent tu ne peux pas envoyer… Non, mon rôle n'est pas d'envoyer un CV, je ne fais pas de la chasse de tête. D'accord? Je ne fais pas du recrutement et je ne fais pas du consulting. Et donc là, on va en venir à l'essence même de ce que je considère comme notre métier et donc à la croissance des acteurs, à la multiplication des acteurs. À France Transition, mais de manière globale, on fait tout et François, vous y participez parce qu'on se dit vous, donc on se dira tu demain matin. Absolument. Mais en tout cas, bon, François, vous y participez. Moi, c'est pour ça que j'ai bien aimé votre initiative. Vous y participez en faisant que le management de transition devienne un vrai métier. Ça me semble clé. Le management de transition, ce n'est pas de la chasse de tête et ce n'est pas du conseil. Ça, c'est clé. Et donc, un des dangers de notre métier, c'est un des dangers, une des menaces, on va dire, c'est que comme notre métier est en croissance, que vous ayez beaucoup de chasseurs de tête qui disent je fais du management de transition. Ce qui explique
l'éclosion de ce que vous appelez les petits ou les machins. Donc moi je considère qu'il y a ceux qui font vraiment du management de transition, il y a des petits, il y a des moyens, il y a des gros, et tout ça, nous respectons beaucoup, et c'est pour ça que je suis très actif à France Transition. Par contre, je pense qu'il est extrêmement dangereux de ceux qui font de la chasse de tête, disent, bon, je fais accessoirement du management de transition. Pourquoi? Parce qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière. Ils ne fonctionnent pas de la même manière et ils ne comprennent pas que la règle du jeu, c'est d'aller vite et de présenter des gens en 48 heures et de faire un brief en 2 heures. Si un gros oui, c'est Valtus qui est le numéro 1 contesté du marché, évidemment. Donc, nous, le recrutement, ce n'est pas le même métier. Le recrutement, vous avez un retainer, et le paradoxe, c'est que si vous avez un retainer et que vous dites en même temps, je fais du management de transition, et que le client vous a laissé 3 mois ou 6 mois pour faire un recrutement, les sociétés de recrutement se disent, c'est génial, le temps que je cherche, je vais mettre un manager de transition. Et donc, ça tue notre métier et ça rend notre métier pas crédible. Parce que quel client va accepter et à la fois de payer pour avoir une chasse et en même temps, pendant 6 mois que dure la chasse, d'avoir un manager de transition. Donc, pour moi, ce business model n'est absolument pas crédible. Et les cabinets de recrutement qui font du management de transition vont eux-mêmes se scier la branche. Ils vont être obligés de choisir. Ça me semble évident. Donc, très important de comprendre la différence. Et il y a une autre différence. Pour moi, un manager de transition, l'âge moyen des managers qu'on met en mission, ce sont des gens qui ont une 50aine d'années, 25 ans d'expérience, et ils sont en transition. Ils ne sont pas là pour être recrutés, même si, même chez Nîmes d'ailleurs, on a 40% des gens qui sont recrutés à l'issue de la mission. Mais vous savez tous, vous êtes tous enfin, 1 sur 2, vous êtes des managers expérimentés. Pour réussir une mission, il ne faut pas chercher un job. Si on cherche un job, on est sûr de se planter. Parce que si vous cherchez un job, vous allez réfléchir avant à la taille de votre bureau, vous allez réfléchir avant à la voiture de fonction que vous allez avoir, et tant que vous allez être polarisé là-dessus, ben vous n'allez pas faire votre job de transition. Et donc, le client va dire au bout d'1 mois, mais c'est quoi ce gars qui cherche un job? Donc, c'est absolument différent. Et c'est très difficile pour une société qui fait du recrutement de comprendre sa différence de positionnement. Et c'est pour ça qu'en transition, vous avez 3 volets dans notre métier. Vous avez le contact client, l'identification du manager et l'accompagnement du manager en mission. C'est clé. Et vous savez comme moi, vous avez fait appel à des cabinets de recrutement pour beaucoup d'entre vous, mais vous savez qu'on ne raisonne pas pareil. Et donc, on n'a pas le même profil de consultants. D'ailleurs, chez nous, ça ne s'appelle pas consultants, ce sont des partenaires de consultants ou de partenaires en management de transition. C'est clé. Et donc, évidemment, plein de boîtes de conseil disent, je vais faire du management de transition, c'est génial. Parfait. Mais le rôle d'une société en conseil, c'est d'écrire un PowerPoint. Et je respecte les PowerPoints. Le rôle d'une société de recrutement, c'est de recruter un manager qui va faire un job N, N+1, N+2, N+3. Donc, pour faire simple, nous, en management de transition, on va s'assurer que le manager sait faire la mission en respectant évidemment les règles d'un manager de transition, bien s'intégrer, connaître les codes, etc., etc. Une boîte de recrutement, elle va dire, il faut que le manager que je vais mettre, il est là pour son job d'abord de direction marketing France, direction marketing international, et ensuite direction générale ou patron de business unit. Ce n'est pas les mêmes critères et ce n'est pas le même mode de fonctionnement. Et donc, on voit bien, le recrutement, je le dis un peu simplement, c'est de 25 à 50. La transition, c'est de 50 à 60. 45, 60. Donc, on n'a pas le même type de profil, pas le même type de réflexe, pas le même type de discours. Parce que si moi, je parle à un DRH comme un chasseur de tête, et que je lui dis, je vous fais le brief la semaine prochaine, et que je lui dis, il faut que vous m'envoyiez 1/3 de la mission avant que je vous fasse le brief, la mission, elle est passée sous le nez. Okay. Et donc, bien évidemment, le marché étant en croissance, il y a plein de sociétés de recrutement qui disent « je vais rajouter management de transition ». Et donc, François, ça répond à votre question. Il y en a peut-être 20 ou 25% des sociétés de recrutement qui se rajoutent ça sur leur site. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure,
il y a une demi-heure, j'ai été rappelé par une boîte qui fait du training de marque, de société, qui m'a dit vous ne connaissez pas une société de management de transition à racheter pour un cabinet de recrutement. Voilà. Ouais. Bon. Mais quand on va leur dire la société de transition fait 5-6 millions d'euros, et puis eux, ils vont dire je fais qu'1 million d'euros, ça va leur faire drôle. Parce que les chiffres ne sont pas les mêmes non plus. Les cabinets de recrutement, ils travaillent en fees, nous, on travaille en chiffre d'affaires facturé. Et ce qui a un impact, bien sûr, très, très différent sur la manière qu'ont les gens de percevoir les chiffres d'affaires. Mais Voilà. Grégoire, là-dessus, est-ce que vous ne craignez pas que ces cabinets quand même de conseil ou de recrutement qui sont au contact de façon beaucoup plus fréquente, je dirais, avec les entreprises, oui, si elles s'adjoignent les services ou une équipe de management de transition, elles ont quand même un sacré avantage, c'est d'être au contact de façon beaucoup plus récurrente, j'ai l'impression, au contact des entreprises de façon beaucoup plus fréquente. Et Oui. deuxièmement, est-ce qu'on ne peut pas illustrer ça par le fait qu'on a déjà des grands acteurs, entre guillemets, sur le management de transition, enfin, tout dépend de la taille, mais Robert Walters, Robert Half, Morgan Phillips, ce sont des émanations aussi la partie intérim management sont des émanations de cabinets. Oui, mais d'abord, bien sûr, Robert Half, mais eux, ils font vraiment du management de transition, bien sûr. Je ne dis pas qu'ils n'en font pas. Ce que je dis, c'est, je vous parle des cabinets de recrutement qui se disent, je me rajoute ça à mon escarcelle. Maintenant, le marché est en croissance, donc il y a forcément des bons acteurs et des grands acteurs, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut des practices séparées. C'est ça qui est très important. Si vous n'avez pas de practice séparée, si vous n'avez pas une création d'une vraie practice séparée, ben vous avez le consultant qui a l'habitude de toucher son retainer et de mettre 6 mois pour trouver un candidat. Il va être très surpris de devoir arrêter ses recherches pour trouver un candidat en 48 heures. Et donc, c'est très difficile pour un consultant habituel en recrutement de faire les deux. C'est ça que je suis en train de dire. Et pareil pour quelqu'un qui fait du conseil, c'est très difficile de faire les deux parce qu'il se départit il perd sa notion de conseil et il va avoir les mains dans le cambouis. Et je respecte les deux métiers. Et comme le marché est en croissance, évidemment que le marché devient de plus en plus pro. Il y a 10 ans, certaines boîtes de management de transition, elles avaient leur petit vivier de 10 gars qu'elles replaçaient. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il faut une telle expertise, une telle rapidité, et les clients ont un tel choix qu'on est obligé d'avoir des managers hyper qualifiés, hyper pointus. Donc, c'est à la fois le fait que le marché croît, c'est à la fois notre ami et notre ennemi. Comme dans tout marché d'ailleurs. Et effectivement, aujourd'hui, 70% des boîtes, des sociétés connaissent le management de transition. Elles savent que ça existe. Ce qui est une évolution considérable. Considérable. Il y a quelqu'un qui dit notre rôle est transitoire, une mission précise afin de transférer notre plus-value et savoir-faire. Bien sûr que dans la fin de la mission, je disais, il y a la mission, il y a l'accompagnement, et il y a la clôture de la mission, évidemment. Mais quand on dit clôture de la mission, c'est s'assurer de la transmission de son savoir-faire. Voilà. Donc, je reviens juste à la question. Oui, la croissance du marché fait que les sociétés vont être clairement distinctes, à mon avis, conseil, transition et recrutement. Mais la croissance du marché, évidemment, fait qu'il y a plein de gens qui se lancent. Et c'est pour ça que nous, on considère aussi, là, c'est plutôt ma casquette France Transition, c'est qu'il est important pas de normer le marché, mais de bien cadrer nos métiers, de bien cadrer notre activité. Ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que chez Nîmes, en tout cas pour cadrer le management de transition, on ne fait pas de plus CV. C'est pour ça qu'on signe toujours une NDA avec les managers qu'on appelle. Parce que si je ne signe pas de NDA, qu'est-ce qui se passe? Si un manager que j'ai appelé ne signe pas de NDA, qu'est-ce qu'il va faire? Vous avez le risque qu'un cabinet mal intentionné pousse son CV. Mais s'il se retrouve 6 mois après, le client qui lui dit « mais j'avais reçu votre CV là-dessus, quelqu'un d'autre me l'a envoyé. Comment vous allez défendre votre position de manager de transition parce que vous vouliez peut-être un job comme directeur marketing
Et puis là, on va vous proposer un job comme responsable du projet de développement, peu importe. Vous êtes plus crédible. C'est ça qui est très important. Vous n'êtes pas, ça me semble très important de respecter les gens. Vous n'êtes pas des gens à tout faire qu'on envoie n'importe comment dans la nature, etc., etc. Ça, c'est vous protéger, et c'est très important de vous protéger en acceptant de signer des NDA. Parce que les NDA, elles sont pour une mission précise, chez un client précis, pour un sujet précis. Okay, et il n'y a pas de NDA exclusive, il n'y a pas d'exclusivité, parce que vous pouvez être présenté sur un sujet par une société, et puis le mois suivant par une autre société sur un autre sujet. Et il est important aussi, ça c'est nos règles, pour que vous ne soyez pas, vous, manager, pris en porte-à-faux, présenter 2 fois un client. Ça peut arriver. Vous avez un engagement avec une société de transition sur une mission précise. Hein. Je ne dis bien pas sur 3 mois à partir du 1er janvier jusqu'à fin avril ou jusqu'à fin mars. Ça, c'est faites très attention à ça. Qui veut poser une question? On va tenter les questions orales là, pour le coup. Peut-être enfin, allons-y, non? Quelqu'un a une question toujours sur cette partie développement de l'activité, du nombre d'acteurs. On reviendra après sur le marché peut-être, mais déjà sur la multiplication. Moi, j'avais une question, si on permet. Bonjour à tous. J'ai une question concernant les Shreks. Excusez-moi les Shreks, c'est-à-dire Spencer Stuart, enfin les grands, les très très grands. Oui. Ce qui m'a surpris, c'est qu'eux ne se sont jamais aventurés sur le marché, alors peut-être que je ne suis pas au courant, des managements de transition, alors que du fait de leur renommée, des Gonzender, ils pourraient le faire, même si ce sont des métiers différents. C'est-à-dire en disant on est très bon dans le recrutement, on va faire une practice séparée, on sera très bon dans le management de transition. Ça, beaucoup sont des anglo-saxons, donc ils connaissent bien. Tu as absolument raison. Et j'en veux pour preuve quand même, n'oubliez pas que EIM, c'est l'émanation des Gonzender. Donc ces grands-là, Egon Zehnder, Spencer Stuart, ils sont quand même loin d'être des idiots, ils ont parfaitement compris la différence. Et c'est pour ça que EIM ne s'appelle pas Egon Zehnder. Et ils ne sont pas idiots. Ils savent très bien que si ils prennent des retainers importants sur des missions importantes et que le client leur dit « Mais attendez, vous ne prenez pas un retainer. Maintenant, vous me proposez quelqu'un en 48 heures et pourquoi vous me demandez un retainer pour me laisser 3 mois pour trouver la perle rare ?» Ils vont suyer la branche sur laquelle ils sont assises. Donc, c'est évidemment, c'est très compliqué pour les cabinets de chasse pour passer à ça. Et évidemment, les cabinets qui sont un peu, je ne dis pas en dessous, mais oui, parce qu'on connaît tous, les grands, c'est Spencer, Egon, Korn Ferry, ils ne font pas de transition. Cherchez l'erreur. Justement parce qu'ils ont bien compris, ça. Ils ont bien compris le danger qui les guette s'ils faisaient ça. Parce que ce n'est pas les mêmes règles, pas les mêmes paramètres économiques, et surtout, ce ne sont pas les mêmes types de consultants. Ok, merci pour ta réponse. Est-ce que ça te semble clair, Christophe? Très clair, très très clair. D'autres questions sur ce sujet-là, oui? Voilà, je peux répondre à une ou deux questions, comme ça c'est… Bien sûr, bien sûr. Bon, quid de la durée de l'émission plus courte en ce moment? Absolument pas. Les missions sont plus longues chez nous. Et le premier paradoxe du confinement, l'année dernière, au mois de mars, c'est que toutes les missions sont allongées. On a eu très très peu de demandes pendant le confinement, quasiment aucune d'ailleurs, entre mars, avril, mai et juin. Par contre, toutes les missions ont été allongées. Et paradoxalement, évidemment, les managers ont pu travailler en confinement. Et nous, on a plein de… c'est quand même surprenant d'avoir un manager qui démarre en télétravail. Mais bon, c'est comme ça. Que feriez-vous pour assurer la maîtrise du décideur? C'est qui le décideur? Quelle est votre question, en fait? Celui qui l'a posé. Oui, bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir, je suis manager de transition dans la fonction rémunération et avantages sociaux. Ma question, c'est du vécu sur un client là, en ce moment avec un cabinet. Le cabinet n'a pas réussi en fait à rassurer le client sur le fait de choisir un manager de transition plutôt que, voilà, il a décidé de poursuivre avec le cabinet de conseil.
solution immédiate, court terme, ils étaient dans l'urgence? Alors, je dirais d'abord, je vais répondre de manière un peu plus vaste. D'abord, les Merci. cabinets de transition, on est tous à peu près traités à la même enseigne, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas toutes les missions qu'on fait. Pour certaines, on les perd contre un concurrent, parce qu'on accepte la concurrence. En général, on est d'accord pour avoir 2 concurrents max, parce qu'après, s'ils appellent toute la place de Paris, c'est pas bien. Bien sûr, on préfère travailler en exclusivité. Les clients qui nous connaissent, ils nous font travailler en exclusivité. Donc, on peut perdre contre un concurrent, on peut perdre contre l'interne. En gros, une mission sur 3 est pourvue en interne plutôt que par un manager de transition, parce que tout compte fait, le client qui est loin d'être bête, il fait le rapport qualité-prix, et il se dit, le manager de transition, soit j'en ai pas vraiment besoin et je peux me passer d'un volet de ce qu'il y a à faire, soit, tout compte fait, le manager il considère qu'il n'est pas parfait et il a dans son réseau interne quelqu'un. Et puis, on perd aussi parce que les missions sont tout simplement annulées. Moins d'urgence, pas de budget, etc. Bon. Après, il peut arriver que la boîte choisisse, le client choisisse un manager qui vient d'une boîte de conseil. Alors, je dirais 2 choses. L'une, soit la société de transition n'était pas bonne, qui peut arriver, elle n'a pas bien fait son boulot. Et dans ce cas-là, le client, il faut lui dire la prochaine fois, au lieu de travailler avec cette société, allez appeler Nîmes, parce qu'au moins, ils sauront faire le boulot. Bon, là, ça peut arriver, parce qu'il n'a pas donné le bon manager. Parce que c'est le client qui choisit le manager. Et puis, il avait peut-être une problématique qu'il n'a pas su bien clarifier, qui était peut-être plutôt liée au conseil, et il a confondu, et il s'est dit, ou le client, ou peut-être la société de transition, lui a dit, mais oui, feuille de route ou un projet de conseil, mon manager de transition saura faire. Moi, je ne pense pas qu'un manager de transition, il soit là pour écrire un PowerPoint de conseil. Je pense qu'il est là pour mettre en place. Ce n'est pas le même métier. D'ailleurs, je n'ai aucun doute là-dessus. Il y a une Voilà, question, donc, peut-être prendre de... Voilà. pardon, une question intéressante de Patrick Farr qui peut peut-être la poser lui-même là, sur le dumping sur les prix. Oui, bonjour à tout le monde, bonsoir. En effet, il m'est arrivé 2 fois cette année de laisser passer des missions où j'étais présenté par un cabinet. Et les 2 fois, la mission a été prise par un primo-accédant qui était à un tarif journalier très inférieur à ce que je pratique. Je ne pense pas être à des niveaux très élevés, je suis dans la moyenne. Donc un primo-accédant qui demande des prix, qui annonce un TMJ très inférieur, quasiment la moitié, et surtout qui cherche un CDI derrière. Et le client, alors il y en a une, c'était une mission de direction commerciale, management d'une équipe, voilà, entretenir le business courant en attendant le recrutement du prochain directeur commercial. Ça, je peux le comprendre assez facilement. Il a recruté la personne qui disait oui, moi, ça m'intéresse de prendre un CDI derrière, alors que moi, j'avais été très clair que non, ça n'était pas ma position. La deuxième mission, c'était du business développement, où là, ça demandait une expertise un peu plus sérieuse en connaissance du marché, en technique voilà. Et les 2 fois, j'ai perdu l'émission sur les mêmes critères, en fait. Et je m'interrogeais de savoir si c'était vraiment une tendance ou si c'est pas de chance pour moi ou si c'est quelque chose que vous voyez arriver dans le marché. Alors, je vais vous répondre. Bernard, qui est ici présent, on a eu un sujet un peu similaire l'année dernière. Le problème du business développement, c'est très compliqué pour les boîtes parce que, je vais faire simple, elles veulent un directeur commercial, payer le moins cher possible d'une part et payer le plus tard possible et payer que quand le business est arrivé. Donc les jobs de business développement en transition, ils sont extrêmement pervers puisque la règle normalement en business développement, vous êtes payé quand les affaires sortent. Or, on sait tous qu'en business dev, il faut 2 ans, 3 ans, 4 ans souvent pour faire sortir une affaire. Donc, très souvent, on est appelé par des boîtes assez petites qui nous disent « je veux un gars pour faire un mesdames, quelqu'un pour faire du business dev ». Puis on leur dit « d'abord, ça coûte tant, c'est fixe.
Ah bon, c'est fixe, il n'est pas payé la commission? Ah bon, ben non, il n'est pas payé la commission. Un manager de transition, il a un fixe. Et deuxièmement, si vous avez quelqu'un de 50 ans d'expérimenté, ben, il vaut, mettons, 100 000 euros, il va être facturé 1 500 euros par jour. Ah, ben c'est trop cher. Bon, ben voilà. Donc, Patrick, vous faites comme ça, donc j'imagine que c'est ça qui est arrivé. C'est exactement ça. Bon, ben voilà. Donc, ça veut dire que la boîte de transition, elle n'a pas fait son boulot parce qu'elle aurait dû vous dire ça et elle aurait dû ne pas vous positionner là-dessus ou, en tout cas, elle aurait dû vous dire, mais attention, ça va être un job de moins 10 ans. Mais c'est tout le danger du business dev en transition. Oui, merci. C'est la limite. Je ne me trompe pas, c'est ce qui vous est arrivé? C'est exactement ce qui s'est passé. Petite boîte, 150 personnes. Absolument, c'est typique. Oui, oui, c'est ça. Cathy Moukoko avec une question sur l'Afrique. Afrique, on a des opportunités sur l'Afrique, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Ok. Quelle est la tendance pour 2021 et quelle est les premières observations sur le Q1 là, comme le demandait quelqu'un voilà, alors ça a l'air encore calme là sur le premier trimestre, mais Alors, ça se réveillera quand là? Bon, écoutez, d'abord, il ne faut pas se leurrer. Le business du management de transition, il suit les cycles de l'économie. D'accord? Alors, il y a déjà un premier faux ami. Tout le monde a dit qu'il va y avoir du restructuring, donc il va y avoir du restructuring en transition. Pour les cabinets qui font du restructuring, il y a eu, je fais simple, 0 mission de restructuring. Pourquoi 0 mission de restructuring? Parce que le PGE passait par là, et donc il n'y a aucune entreprise qui va au tapis en ce moment. Il y en a quelques-unes, mais tout le monde se disait, c'est génial, le restructuring, 2021, boum, on va se frotter les babines. Alors moi, je fais pas trop de restructuring, donc je ne suis pas concerné. Donc, je ne suis pas concerné par cette déception. Deuxième sujet, si on reprend l'histoire, le confinement l'année dernière, au mois de mars, il a arrêté toutes les demandes. Toutes les demandes. Ce qui nous a sauvés, Nîmes a fait -2 l'année dernière, donc c'est quand même pas mal. Ce qui nous a sauvés, c'est qu'on a prolongé toutes nos missions. Parce qu'on a tendance à Nîmes, nous, on essaye de signer pas des missions trop longues parce qu'on sait qu'il faut garder de la pression sur le client d'une part et sur le manager d'autre part. La pression positive voulant dire il ne faut pas s'endormir et pas se donner des trop longs horizons, parce que si on donne des trop longs horizons, le client va être déçu. Il va vous dire oh ben, j'ai 6 mois pour faire, et à 6 mois moins un jour, il va se réveiller en disant rien n'est fait. Bon, donc, ce n'est pas comme ça. Je pense que gérer un manager de transition, comme gérer des gens en général, gérer des équipes, c'est une forme de tension. La tension positive et transparente. Et on explique. Parfois, moi, il m'arrive, les clients me disent je veux quelqu'un de 12 mois. Je dis ah non, 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 je ne signe pas 12 mois, je vais signer d'abord 2 mois. On va voir si ça marche, vous allez être content. Et ça permet de donner 2 objectifs au lieu de 12. Et les 2, ils vont être délivrés. Donc, le client va me dire waouh, il est génial, ce manager de transition. Et donc, ça aussi, c'est la spécificité du management de transition. Vous n'avez pas beaucoup de boîtes. Il y a plein de boîtes qui disent ah, c'est génial, je signe le CDD le plus long possible. Une boîte de recrutement, si c'est du CDA, je signe le CDD le plus long possible. Mais nous, une fois que le manager a démarré, c'est là que l'histoire commence. Hein. C'est difficile d'avoir le client, c'est difficile d'avoir le manager, mais c'est aussi difficile de garder le client et de garder le manager sous tension. Donc, pour répondre à la question, historiquement, les missions sont allongées. Après, on a eu en septembre-octobre, une grosse augmentation de la demande, et beaucoup de mes confrères et moi, on a bien fini l'année. On a fait un beau rattrapage en fin d'année parce qu'on a signé pas mal de missions. Sur cette année, c'est extrêmement contrasté. J'ai pas mal de mes confrères qui disent qu'il n'y a rien qui démarre. Pour nous, le démarrage n'est pas mauvais. On est dans nos plans, dans nos objectifs. À fin mars, je dois être à plus 15, donc c'est pas mal, plus 20, je crois. Donc c'est propre. Mais il y a certains de mes confrères qui disent on n'a rien. Alors ceux qui n'ont rien, certains ont été sur des secteurs qui sont complètement sinistrés. Nous, on avait l'avantage de ne pas être sur un secteur sinistré. Ceux qui ne faisaient que de l'automobile ou que de l'aéronautique ou que du tourisme, je ne vous fais pas un dessin. Donc, nous, on est un cabinet généraliste. On a pas mal de missions dans différents secteurs. Donc, on est relativement épargné en ce début d'année.
Où va se finir l'année? Aucune idée. Il suffit tous, et on le sait tous, il y a des reconfinements qui démarrent, on sait tous que ça peut nous tomber sur la tête demain comme après-demain. Absolument no visibilité. Peut-être une question sur l'organisation entre Nîmes et MPI. Aujourd'hui ou demain, cela fonctionnera comment? Est-ce que les managers de transition doivent toujours s'adresser à l'un et à l'autre? Est-ce que MPI existe toujours en tant que marque? Alors, donc, MPI continue à exister déjà, ne serait-ce que par MPI Partner, hein, qui est la société de prestations informatiques. On ne fait pas disparaître, mais on met tout sur les mêmes outils, si je puis dire. D'accord? Et on fonctionne sous une enseigne commerciale qui s'appelle Nîmes Europe. Mais comme le Leclerc de Quimper et le Leclerc de Saint-Avold, Ah oui. ils s'appellent Leclerc, mais ils n'ont pas les mêmes noms. D'accord. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est on est en train de rapprocher nos bases de données. On va envoyer un mail à tous les managers qui étaient dans la base MPI en leur disant qu'on fusionne nos bases en respectant évidemment la RGDP et tout. Et on est en train de travailler là-dessus. Et puis, Stéphane Mélinger et moi, quand on a des demandes clients, on se les répartit au sens, en fonction de la charge de travail, en fonction de la compétence. Donc, pour vous, si je puis dire, c'est totalement transparent. Et pour être clair, ça veut dire que les partners chez l'un et chez l'autre continuent à chasser et à être au contact des entreprises de façon indifférente. Il y a quand même je veux dire, en fait, il s'avère que le miracle des miracles, je vais donner un secret de cuisine. En fait, nous n'avions, MPI et moi, aucun client en commun, quasiment aucun. On avait 1% de notre clientèle en commun. C'est aussi la raison pour laquelle on s'est réunis. Donc, ceux qui étaient en charge d'un gros compte, ils restent en charge d'un gros compte et pour nous, ça n'a rien changé. Par contre, l'énorme avantage, c'est qu'on est beaucoup plus rapide sur le sourcing des candidats et comme on a une base candidat plus importante de gens avec lesquels on travaille, qu'on connaît, on a vraiment cette synergie très forte. Ça, c'est important. OK. D'autres questions sur le marché ou sur le mouvement de concentration? Est-ce qu'il y aura d'autres concentrations envisagées ou qui s'annoncent, Grégoire? En tout cas, pas de mon côté. Et vous le savez peut-être mieux que moi. Non, mais je pense que le marché il va forcément se scinder un peu comme l'a fait le recrutement, avec des gros et des tout petits. Et puis, vous avez quand même, il ne faut pas l'oublier, 50% des missions qui passent par hors société de transition. Bon. Oui. Mais vous devez, vous avez bien sûr des chances d'avoir une petite société qui vous propose un job ou une mission. Mais a priori, ça sera on va dire par les 10 gros du marché. Hein. Les 10 gros du marché, est-ce qu'ils couvrent 80%, je ne sais pas si c'est 80%, 70%, mais c'est cet ordre-là. Parce que le marché, il n'est quand même pas énormissime. Hein. C'est 500 millions, je vous rappelle, le marché. Donc, 500 millions, sachant qu'une mission, c'est 5 mois, 20 000 euros facturés au client, 100 000, ça fait 5 000 missions. Voilà un peu la taille du marché. Christophe Pourcin, une question, oui. Une dernière question. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que comme des cabinets de recrutement, je sais bien que ce n'est pas le bon terme, un jour, il y a un certain nombre de groupes, quand ça aura cru, quand ça aura fusionné, qui aillent se faire coter en bourse? Ah ben si, forcément, bien sûr. Bien sûr, ça va arriver. D'abord, il y a quand même des Américains qui sont cotés en bourse. Boyden est coté en bourse. Hein. Donc, bien sûr, les gros cabinets sont… Maintenant, juste sur le marché de la transition, c'est encore petit quand même. C'était ma question. Je parlais bien de la transition, je ne parlais pas des grands cabinets. Ouais, peut-être, mais là, pour l'instant, c'est encore trop petit, à mon avis. Enfin, maintenant, il y a quand même des fonds derrière qui commencent à arriver. Donc, ça prouve que ce marché est en train de s'organiser, de se structurer. Moi, je l'ai rejoint il y a maintenant 10 ans, pile, 2011. C'était pas pareil quand même. Ça devient beaucoup plus pro. On est quand même
une dizaine de structures à être des vraies structures établies, nos organisations. Moi, je pense quand même, j'aime bien notre taille de structure, d'abord de Nîmes, parce que je pense beaucoup à la vertu de traiter la mission de A jusqu'à Z, parce que c'est un grand intérêt pour mes équipiers. Ils aiment bien avoir cette variété d'activités, de sourcing, de relations avec les clients. Ça évite, et puis ça évite pour moi les déperceptions. Je trouve que ce n'est pas très habile, mais après, des structures plus grosses, elles s'organisent différemment. Moi, je n'aime pas dire aux clients, bon, ben, vous m'avez envoyé une mission, maintenant je demande à mon sbire de chercher pour vous, et puis quand la mission sera démarrée, je demande à quelqu'un d'autre de suivre. Moi, c'est pas je trouve que ce n'est pas drôle pour mes équipiers. Maintenant, c'est que d'autres ont adopté cette structure. Je respecte toutes les structures. L'important, pour moi, c'est vraiment de faire la transition, de bien faire, de faire ça en fonction de brief, en respectant les managers, en respectant les clients, en faisant bien attention à ne pas faire n'importe quoi. Parce que avec les clients, vous savez comme moi, ça vous avez tous été, un client, c'est difficile à gagner, un manager, c'est difficile à gagner, mais c'est très rapide à perdre. Donc ça, c'est la même règle dans tous les métiers. Et notre métier de vente concurrentiel, ça sera encore plus facile de perdre un client. Jean-Michel Piot a une question qu'il va vous poser, mais moi j'en ai une que je me suis promise de poser à chaque dirigeant de MT qu'on accueillerait, parce que c'est un petit sujet, un micro-sujet qui nous questionne tous. Quelle relation peut-on faire facilement entre le TJM et l'équivalent brut annuel? Voilà. Alors moi, si j'étais vous… Et inversement. Alors, faites-le. Moi, je vais vous dire comment vous pouvez calculer si vous étiez moi. Vous direz la personne qui a un salaire brut de 100, elle est facturée fois 2,6 au client. Pourquoi 2,6? Parce qu'un manager en mission, il coûte deux fois son salaire brut annuel. Pourquoi il coûte 2 fois son salaire brut annuel? Parce qu'il coûte 100 plus 10 de précarité, plus 10 de congés payés, plus 50% de charges sociales, plus 10% de frais divers. Ça fait 100 fois 192. Donc, un manager vaut 200. Je vous paye 100, même si vous gagnez 80. Bon, s'il est facturé, on va dire une moyenne de 2,6, vous divisez par 220 jours, ça vous donne 1100 €. Donc, en gros, quelqu'un qui gagne 100 000, il est facturé 1100 € au client, tout confondu, tout compris. D'accord. Et vous, si vous faites, après, en fonction de vos structures, vous faites la même chose. Vous prenez votre salaire, vous multipliez par 2, vous divisez par 260 jours, parce que vous travaillez par 220 jours. Ça vous donne ce que vous coûtez. Ce que vous vous coûtez à vous si vous avez votre entreprise. Et puis, vous lui rajoutez un markup de 30%, comme d'ailleurs en chasse, c'est 30%. Donc, c'est pareil. C'est les mêmes ratios, en fait. D'accord, mais les 220 jours ne doivent-ils pas être moindres, puisque on sait très bien qu'on a en moyenne 7 mois de mission par an sur les 12. Ah ben non, ça, le client, il s'en fout. Le client, il s'en fout que vous ne travaillez pas. Ouais, non, mais ça c'est votre problème à vous. C'est le prix pour lui de la disponibilité aussi de notre part. Mais ça, il ne peut pas savoir. Parce qu'il va vous mettre en concurrence avec quelqu'un d'autre qui va être sur là et qui sort d'une mission la veille et qui va être au prix normal. Donc, vous ne pouvez pas raisonner comme ça. D'accord. C'est la loi du sport. Vous pouvez demander plus. Au lieu de demander 100 000 de salaire, vous pouvez demander 130 000. Mais si vous êtes en concurrence avec quelqu'un qui demande 100, vous allez être hors marché. Donc, le marché, il se stabilise. Et je vais vous dire, le taux de salaire ou l'équivalent, ce n'est jamais une discussion avec le client. On arrive en 5 secondes à dire, voilà, ça vaut tant. Les clients, ils ne sont pas idiots. Ils savent qu'un DG, ça vaut tant, un directeur marketing, ça vaut tant. Alors, bien sûr, si vous êtes sur une micro-spécialité, etc., mais vous savez que vous avez un taux qui correspond à votre valeur sur le marché. Ça me semble évident. Jean-Michel, tu avais une question, ou Jean-Roch aussi, oui? Oui, je voudrais bien la poser. Alors, excusez-moi, je ne suis pas en visuel, mais simplement, alors aujourd'hui, le marché de la transition, vous l'avez dit, 5000 missions. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est beaucoup de managers de transition, et j'emploierai le terme en transition, d'ailleurs, beaucoup de managers en transition.
Et on est combien à peu près? Parce que moi, vous parliez d'une base de données tout à l'heure de 9000 CV, mais moi, je connais des cabinets qui ont 16 000 personnes, enfin 16 000 candidats. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de monde. Bah d'abord, oui, oui, il y a de plus en plus de monde. Évidemment, aucun doute, parce que le marché est ainsi fait que vous avez beaucoup de gens qui ont une cinquantaine d'années qui sont sortis des boîtes. Bon, ça c'est là. Deuxièmement, c'est aussi l'avantage, c'est qu'il y a 10 ans, vous pouvez, en étant sorti d'une boîte à 50 ans, on ne pouvait pas vous prendre, c'était extrêmement compliqué. C'est aussi, moi j'ai fait une mission de transition, c'est comme ça que j'ai découvert le management de transition chez LVMH. J'avais 51, je crois, 52. Ils m'ont pris, exactement, ils m'ont pris en CDD. Je n'étais pas accompagné par une mission, par une société de transition, ce qui a d'ailleurs provoqué un problème, parce que comme j'étais en CDD dans la boîte, ils ont dit à mon patron direct, bah, Grégoire, il va rester après. Hein. Mon patron direct, vous pensez bien qu'il ne m'a pas ouvert son bureau pendant les 6 mois de la durée de la mission. Et la durée de la mission, j'ai fait le job en 3 mois, parce que je l'ai fait tellement rapidement que c'était fait. Bon. Donc le DRH ne savait pas comment m'utiliser et me positionner. Je pense que c'est important, les DRH aujourd'hui, ils savent ce que c'est. Mais oui, il y a de plus en plus de gens. Mais là, si vous recherchez un job, si vous êtes en transition, le management de transition, ce n'est qu'une alternative comme les autres. Il faut que vous cherchiez par vos réseaux, il faut que vous cherchiez peut-être une boîte, il faut que vous cherchiez du CDD, il faut que vous fassiez fonctionner. Moi, je ne dis pas, vous avez 50 ans, vous allez devenir manager de transition parce que vous avez quitté une boîte. Peut-être que vous allez faire une mission qui va bien se passer, peut-être que la boîte va vous recruter, et tant mieux. Moi, je ne rêve pas du tout de société faite que de managers de transition. J'étais dans un groupe qui s'appelle Revlon, que je dirigeais en France. Et en Angleterre, il y avait un staff de 50 personnes, donc 40 managers de transition. C'était la catastrophe. Parce que la politique, le logo, il changeait tous les jours. La politique commerciale, elle changeait toutes les semaines. Et le reporting, dès qu'il y avait un DAF qui changeait, ça changeait. Donc, le management de transition, c'est peut-être 5 à 10% des forces vives des cadres ou de l'encadrement des boîtes, parce que rappelez-vous que le management de transition, c'est pour faire avant tout du projet, avant tout du recrutement, du remplacement, peut-être en attente de recrutement, et parfois gérer de la crise. Donc, si on vient au métier, vous saurez vous positionner, vous saurez vous vendre. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de monde. Et bien sûr que comme il y a beaucoup de monde, les clients sont de plus en plus exigeants. Avant, vous pouviez dire « je suis DAF et je connais l'industrie textile ». Aujourd'hui, il faut être DAF, connaître l'industrie textile, connaître tel process de fabrication, tel ERP, et connaître tel type de comptabilité et tel type de prix de revient. Oui, ben oui, mais bien sûr. On va se donner encore 10 minutes. Jean Roch et Patrice Thiollet ont chacun une question là. Jean Roch, vas-y. Mets ton micro, Jean Roch. Merci, désolé, j'étais toujours en... Merci François, merci Grégoire, je trouve que c'est… court dans les questions. Oui, alors pour prolonger ce que vous disiez à l'instant, et j'avais posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que vous attendez de vous et vos clients, de plus aujourd'hui des managers de transition au regard naturellement de leurs hard skills, et là je fais référence notamment à la transformation digitale, et aussi à leurs soft skills. Je prends un exemple, je suis dans le commerce et donc en BizDev. Donc, moi, je trouve des missions par mon réseau et c'est vrai qu'il y a toute la problématique du timing, du développement. Mais aujourd'hui, moi, mon métier a considérablement changé. C'était déjà le cas avant la Covid, mais la Covid l'a accentué. Aujourd'hui, moi, je fais du social selling, du growth hacking et donc mes techniques en tant que terme de BizDev ont aussi considérablement évolué. Donc, pour moi, ça fait partie du must à avoir. Mais il y a aussi la partie soft skills. Donc, d'une manière générale, sur l'ensemble des fonctions de management de transition, qu'attendent de plus vos clients et vous-même, cabinet de management de transition, s'il vous plaît? Merci. Bon, vaste sujet. D'abord parce que vaste sujet. Parce que tout dépend de la mission et pour chaque mission, il faut des qualités hard et soft différentes. Donc, c'est ça notre métier. Donc, ce que j'attends de plus, c'est d'avoir un manager qui réponde parfaitement à la demande du client. Et pour bien comprendre la demande du client, c'est mon métier que de creuser la demande du client. Donc, j'allais dire,
En fait, je demande surtout aux clients qu'ils soient très clairs, très précis et qu'ils ne changent pas d'avis tous les jours. Parce que après, c'est notre métier à nous de parler avec vous. Et si c'est bien défini, je vais pouvoir être en toute transparence avec vous en vous disant le contexte est comme ça, est-ce que ça vous intéresse d'y aller ou il y a ça comme enjeu, est-ce que ça ne vous embête pas de prendre ça? Il y a des cas où on peut dire, il y a beaucoup de boîtes où les gens disent ah non, 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 cette boîte. Parce que quand même, je vais faire un petit truc, je vais dire la pomme ne tombe pas trop loin du pommier. Bon, dans la pharmacie, je ne vais pas mettre un gars qui vient d'industrie lourde. Et dans un gros laboratoire pharmaceutique, en général, il connaît son voisin, le concurrent direct. Donc, en général, ils connaissent. Donc, les managers qu'on va mettre en mission, ils connaissent en général le concurrent. Ils ont, dans peut-être un cas sur 3, ils ont déjà été dans la boîte dans laquelle on va être en mission. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, ils connaissent la culture. Donc, ce que je demande du manager, donc, je demande aux clients qu'on définisse et qu'on passe beaucoup de temps à définir la mission. Et je demande aux clients qui ne choisissent pas dans la précipitation. Parce qu'à chaque fois qu'on choisit en 2 heures, sans avoir vu 5-6 personnes, on court à la catastrophe. Bon. Et donc, je demande au manager qu'il ait fait ce parcours et qu'il soit conscient de ça et qu'il accepte les règles du jeu. Parce que s'il accepte ces règles, il va accepter les règles de la mission. S'il se dit je suis là pour trouver un job, il va rater. Et donc, je ne réponds pas indirectement, mais les qualités, elles dépendent. Bien évidemment, il faut être digitalisé. Bien évidemment, il faut savoir faire du télétravail. Bien évidemment, il faut, si c'est en Bretagne, pas avoir peur de prendre le train, mais comme on ne peut pas prendre le train, se démerder. Voilà, toutes ces qualités de manager. En fait, la concurrence, je ne sais pas si elle est plus forte d'ailleurs. En tout cas, les clients sont plus exigeants. Okay. Patrice Thiollet a une question sur le marché allemand. Alors Grégoire, bonsoir. On se connaît, mais oui. C'est vrai que moi je connais plus Franck Philippe. Hein. Oui, oui. On va faire court, Patrice, on va faire court. Hein. Oui. Là, j'arrive tout de suite à la question. La question, c'est, et moi je suis content que France Transition soit créée pour créer une corporation, mais quand on regarde le marché anglais ou allemand, surtout allemand, parce que c'est là où on est plus proche, les pratiques de transition sont plus développées, quoi. Qu'est-ce qui fait que ce soit plus développé en Allemagne qu'en France? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arriver au même niveau, quoi? D'abord, n'oubliez pas que toutes les sociétés, sauf, je disais bien EUM, mais toutes les sociétés en gros, elles ont 20 ans. Donc, on va dire que l'émergence du marché, la vraie démarrage du marché, c'est il y a 15-20 ans, 15 ans. En Allemagne, il y a déjà 2 fois plus de temps. Ça, c'est la première chose. En Angleterre, évidemment, en Angleterre, le marché de transition, en particulier, parce que je vais parler des deux, il a démarré à la période Thatcher. Et pour vous donner une idée, le marché de la transition en Angleterre, une mission sur 2, c'est dans le public sector. Donc, il y a un manager sur 2. Donc, on dit c'est un énorme marché, mais il est déjà doublé parce qu'il est dans le public sector. En France, il n'y a pas de public sector en transition. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'Angleterre. Après, la France, c'est quand même un marché qui a eu une tradition plus, comment dirais-je, plus protectrice et protectionniste des emplois. Donc, je ne vous fais pas un dessin. Vous savez que c'est compliqué de faire de l'intérim en France. Vous savez aussi que c'est compliqué de vendre ça aux IRP, etc., qui sont vent debout contre la flexibilité. Et les pouvoirs publics sont aussi vent debout contre la flexibilité. Et en Allemagne, la grande différence qui est absolument inverse. Alors, l'Allemagne, plus d'industrie, plus de grosses entreprises de taille moyenne. N'oubliez pas que l'Allemagne, c'est un pays de lender. Donc, il y a l'économie est beaucoup moins centralisée qu'en région parisienne, hein, pour faire simple. Ouais, donc, ça a forcé. Vous avez eu un énorme appel d'air avec l'Allemagne de l'Est, qui a fait des gros appels d'air en management de transition. Et puis, en Allemagne, il y a une forme de statut qui est reconnue, qui est ce qu'on appelle, pour Patrice qui parlait, vous savez que les managers en allemand, ils sont selbstständig, c'est-à-dire qu'ils sont autonomes, indépendants. Il y a donc un vrai statut juridique du manager de transition qui n'est pas encore le cas en France. Hein. Donc, tout ça, les boîtes se sont développées, ça existe depuis plus longtemps, etc. Mais c'est vrai qu'on se développe,
en dehors du Covid, d'environ 20% par an. Donc, ça fait quand même… Moi, j'ai repris Nîmes, ça faisait 1 million il y a 10 ans. On en fait 12 aujourd'hui. Bon, on a fait x10 quand même. Hein. Donc, d'autres ont fait aussi d'énormes croissances. Donc, oui, le marché se développe, mais puis aussi, si 10% sur un marché à 500 millions, c'est 50 millions, et 10% sur un marché à 5 milliards, c'est 500 millions. Hein? Donc, il y a ça aussi. Donc, l'historique, les deux marchés historiques, c'est la Hollande, vous le savez, et c'est l'Angleterre. Et le marché espagnol et italien, nous demande Stéphane Terret. Très peu. Un peu italien, espagnol, pas du tout. D'accord. Ouais, en Espagne, c'est pas du tout la culture, quoi. Oui. Ok. Une dernière question avant que l'on se quitte. Dites-moi, qui aurait une dernière question à poser à Grégoire? Personne, on va terminer là. C'est quand la prochaine mission? Céline, depuis Toulouse, j'ai une question pour Grégoire. Donc, vous avez mentionné tout à l'heure que les managers de transition qui travaillent pour votre société sont en intérim. Oui. Donc, ça, c'est le statut. À Toulouse et dans d'autres régions, il y a pas mal de sociétés qui font du portage salarial et qui semble être un format plutôt… comment dirais-je, assez en vogue aujourd'hui pour les managers de transition. Et je souhaitais savoir ce que vous pensiez de la différence entre ces deux statuts et peut-être des évolutions des statuts et aussi des attentes des clients par rapport à ces statuts. Les clients, ils veulent le bon manager. Donc pour eux, le statut du manager n'est pas un sujet. Ok. C'est très important. Maintenant, l'intérim ou le portage, ce que fait le portage? Le portage, il convertit des fees en salaire. Donc, quand vous êtes porté par une entreprise de portage salarial, vous finissez par être salarié. Donc, au final, en intérim, c'est pareil, puisque vous êtes salarié le temps de la durée de la mission. Donc, le portage, en fait, n'est qu'un vecteur du management de transition. Le métier d'une entreprise de portage, ce n'est pas d'aller chercher des missions. Hein, vous savez qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Oui. Ils n'ont pas le droit de faire de démarchage commercial. Alors, il peut y avoir des gens qui, mais c'est assez rare, disent « je ne veux pas de salaire ». Et ceux qui ne veulent pas de salaire, en général, ils ont créé leur structure. Et la vraie question à vous poser pour vous, c'est est-ce que moi, je crée une structure, mais vous n'allez pas créer une structure si vous n'avez pas encore fait une mission, parce qu'une structure, c'est un peu compliqué, etc. etc. Donc, si vous avez un de mes confrères qui dit « passe par le portage », vous passez par le portage. Ça ne posera pas de problème. Après, il faut vous assurer que l'entreprise de portage respecte la loi, est cohérente. Il est très important qu'une entreprise de portage ne vous plante pas. Moi, j'ai des salariés chez Nîmes depuis donc 20 ans. Chez Nîmes depuis 20 ans, il n'y a pas une personne, et Emmanuel qui est ici présente peut témoigner, il n'y a pas une fois un salaire qu'on a fait le premier du mois suivant. Ben, les salaires sont partis hier chez moi. Donc, c'est quand même extrêmement important. C'est une sécurité. C'est un grand risque pour nous d'être en intérim. C'est un gros risque parce que si les clients ne nous payent pas, on paye quand même le manager. Donc, vous, si vous êtes en portage, vous avez quand même intérêt à vous assurer que vous êtes payé et que l'entreprise ou que le cabinet de transition ne vous dit pas bon, tout compte fait, je n'ai pas été payé, ben, l'entreprise de portage, j'attends un petit peu. Et je serai payé au calendrier grec. D'accord? C'est pour ça que notre métier de l'intérim, il existe. Nous, c'est un vecteur, mais nous, c'est un métier qui a ce qu'on appelle des garanties bancaires, des garanties fiscales, et on a obligation de payer nos managers, des gens, le dernier jour du mois. Merci Grégoire, c'est clair. Donc moi, je ne suis pas encore manager de transition, j'y réfléchis, mais vous avez répondu de manière très efficace à ma question. Merci beaucoup. Voilà. Ça se posera le jour où vous avez votre mission, vous verrez, ça sera tout seul. Yvan Novikov se pose la question, quel est le pourcentage de missions entre l'Île-de-France et la province? Et est-ce que Nîmes envisage de créer des bureaux en province? Alors, le marché en France, relativement simple, c'est 50% des managers des missions sont en Île-de-France, à 3 € près, hein, et 50% des managers proviennent de l'Île-de-France. Voilà, ça c'est le ratio. Alors,
vous avez des missions en Île-de-France, vous avez des gens qui viennent de Lyon, etc. etc. Mais globalement, vous avez à peu près une mission sur deux qui se passe en Île-de-France et des managers en Île-de-France. Hein. Mais ce n'est pas nécessairement… On voit une tendance, je rebondis sur la question, parce qu'on voit une tendance, Grégoire, on voit une tendance d'un certain nombre de vos confrères qui ouvrent des bureaux en région. Alors voilà, donc je finis. Donc effectivement, nous, vous savez qu'on fait partie d'un groupe qui s'appelle Menway, qui est un groupe régional. Donc on commence à avoir des implantations régionales à Lyon, à Bordeaux, mais ce n'est que le démarrage. Parce qu'en fait, il faut aussi qu'il y ait du business dans ces régions. Donc on développe ça de manière un peu subtile, avec des plateformes. Il y a des clients, là on travaille pour une boîte à Toulouse, et comme on a ouvert un bureau à Toulouse, pour lui c'était pratique, il sait qu'on a plus de managers qui viennent de ce coin-là, on sait qu'on peut avoir quelqu'un qui connaît bien la mentalité toulousaine, etc. etc. Mais c'est tout le sujet de savoir ce que j'appelle aussi un rapport qualité-prix, parce que comme il y a plus d'expertise, entre guillemets, en Île-de-France, hein, ce n'est pas que les Parisiens sont plus intelligents que les autres, mais il y a plus d'expertise puisqu'il y a plus de volume, de cadres expérimentés. Il faut aussi faire attention de ne pas dire aux clients et à l'entreprise « Ah ben, je vais forcément vous trouver quelqu'un du coin parce qu'il n'aura pas nécessairement le meilleur manager. » Donc, on est dans un choix assez cornélien de… parfois, on arrive à trouver des gens, des régionaux, si je puis dire. Parfois, on n'arrive pas, donc on jongle avec cette problématique. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses. Je pense qu'on va terminer là. S'il y a une dernière question, on la prend, mais il est 20h. Pas de regret. On va clôturer. Donc là, merci Grégoire. François, je reste en ligne 2 minutes avec vous, si ça va. Oui, volontiers, ou on se rappelle par téléphone, d'accord? Oui, comme vous préférez. Oui. Je reste en ligne. Oui. Il est 20h, donc c'est l'heure du dîner. Je vous envoie un rôti sur la messagerie, sur le chat. Je vous ai envoyé un lien, Rôti Express, qui remonte, ce lien remonte très très vite, je vais le remettre. Mais cliquez dessus, c'est un sondage qui me permet d'améliorer de semaine en semaine ou de 15 jours en 15 jours, eh bien, ces échanges. Mettez ce que vous en avez pensé. Je suis très heureux d'avoir votre avis. Je vais le remettre à nouveau parce qu'il remonte très vite au fur et à mesure que les personnes nous quittent. Mais je voudrais remercier donc bien sûr Grégoire pour son intervention, ainsi qu'Emmanuel de Boulois qui était là et qui est une filiale, je pense, chez Nîmes Europe. Merci aussi d'avoir été présente. Je vous rappelle que dans 15 jours, nous accueillons Florent Chaput de IM sur une problématique ou une thématique qui est celle justement des primo-accédants. Il me disait récemment qu'ils avaient placé l'année dernière 50% de leur mission avec des primo-accédants, ce qui est important hein, en pourcentage. Et 2 semaines plus tard, le 26 avril, nous recevons Delville sur un échange avec Éric Audouin et Carole Beaujard, responsables sourcing. Donc, vous avez bien noté ça sur vos agendas. Voilà, merci encore à Grégoire, merci à vous tous. Et puis, si cette soirée vous a plu, eh bien, n'hésitez pas demain à liker ou à ce soir peut-être le post que je mettrai et que Nîmes Europe relaiera aussi sur LinkedIn. Mais en tout cas, grand merci à vous tous et puis à très bientôt. Merci. Voilà. Au revoir. Merci François, merci Grégoire. Merci à tous. Merci François. Merci Grégoire, merci François. Allez. Merci. Ciao. Salut Fabrice, salut Jean-Roch. Ciao.